Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole, spécialisée dans l'animal de compagnie et en particulier le chien et le chat. Alors, dans le cadre de notre guide destiné en particulier aux petits éleveurs débutants et aux futurs éleveurs, nous allons attaquer aujourd'hui un sujet qui parle de la participation à une exposition. Donc, vous avez acheté ou acquis en tout cas votre chien ou votre chat qui deviendra normalement votre futur reproducteur. Vous avez éventuellement fait une confirmation, vous l'avez peut-être fait confirmer ou pas, vous allez le faire. Et là, votre animal est assez grand pour participer à une exposition, ça vous plaît, votre éleveur à la limite vous entraîne dedans, il a envie de vous faire participer, il va vous inscrire donc à une première participation et vous allez découvrir le monde des expositions qui va vous plaire ou pas, hein. Donc ça c'est une autre histoire. Alors aujourd'hui nous allons parler du standard. Le standard c'est quoi ? Schématiquement, c'est ce qui fait que votre race ressemble à ce qu'elle est et pas une autre. C'est ce qui fait en chat que vous avez un Sibérien entre les mains et pas un Maine Coon, ou pas un Siamois, ou pas un Sacré de Birmanie, ou pas un British, ou un Bengale. Voilà. C'est ce qui fait la différence entre les différentes races de chats. Et en chien, c'est encore plus flagrant. C'est ce qui fait qu'un caniche ressemble pas à un berger allemand, ou qu'un lévrier ne ressemble pas à un chihuahua, ou qu'un canet corso ne ressemble pas à un terrier, un teckel ou un husky. C'est ça un standard. C'est une image exacte des caractéristiques qui vont représenter la race de façon idéale, telle que vous devez la sélectionner, en tout cas vers quoi vous devez tendre pour obtenir la race idéale et donc les chiots ou les chatons idéaux qui vont pouvoir représenter l'image exacte de la race telle que les précurseurs l'ont conçue. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que un standard, c'est pas juste une image comme ça que tout d'un coup, pouf, des gens, des amoureux d'une race, ont décidé du jour au lendemain de dessiner ou même de mettre en photo, de dire bah voilà, ça me va bien, pourquoi pas. Non, il faut savoir que autant au niveau du chat que un standard d'une race a souvent été fait par rapport à des caractéristiques purement physiques et un peu caractérielles, donc on va dire une espèce d'équilibre caractériel, autant chez le chien, il faut bien comprendre que 90 à 95% des races que l'on connaît aujourd'hui et qui sont homologuées par la Fédération cynologique internationale, elles étaient des races de travail, c'est-à-dire qu'elles avaient été soit créées, soit recréées, soit amalgamées entre elles pour créer quelque chose qui était utile à l'homme, utile dans sa vie, utile dans son travail surtout, dans sa propre utilisation. Et ce qui fait que même un caniche, par exemple, qu'on voit aujourd'hui avec beaucoup de ses pompons, quand on voit un chien avec des très longs poils, comme le lévrier afghan ou le bearded collie, oui, tous ces chiens-là étaient à l'époque des chiens de travail. Alors, les expositions et la sélection au fur et à mesure des années en ont fait des animaux de compagnie pour une grosse majorité des cas, et on peut pas, le regretter, bien sûr, pour notre plus grande satisfaction, mais il faut bien comprendre que si les races existent aujourd'hui telles qu'elles sont, c'est grâce à ce standard qui a été établi à l'époque. Ça peut être il y a quelques années, ça peut être il y a 50 ans, ça peut être il y a 300 ans, ça peut être il y a 1000 ans. Oui, il y a des races qui sont très anciennes et qui ont pu être soit bien travaillées et donc qui ont évolué au fur et à mesure du temps, soit qui ont été complètement créées en fonction d'un désir, d'une utilisation particulière. Et surtout, il faut bien comprendre que ce standard n'a jamais été créé en fonction des animaux présents à cette époque-là.
Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Quand on voit des races, par exemple, qui existent depuis 200, 300 ans, 1000 ans, 300 ans, 1000 ans, il faut bien être conscient que la race telle qu'elle existe aujourd'hui n'était absolument pas la race telle qu'elle existait à l'époque. Hein. Il y a des races qui ont été établies à partir de chiens ou de chats qui étaient complètement bruts de décoffrage, qui ressemblaient à peine, mais à peine, à ce qu'elles sont aujourd'hui, mais même à la limite à ce qu'elles sont devenues ne serait-ce que 20, 30 ou 40 ans plus tard. Donc, un standard est établi ou a été établi en fonction d'un idéal à atteindre et aucunement en fonction des animaux qui étaient présents à l'époque. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Alors, de quoi est composé le standard ? Quand vous voyez donc la description du standard, vous prenez n'importe quelle race, vous tapez sur Google standard de la race en question, vous avez un descriptif. Vous avez d'ailleurs une numérotation, très souvent, en tout cas pour le chien c'est ce qui se passe, c'est le numéro en général de l'enregistrement qui a eu lieu au niveau de la Fédération cynologique internationale à l'époque où la race a été reconnue. Hein, très souvent c'est ça. C'est aussi un numéro qui fait référence à sa classification dans des groupes, hein, puisque n'oubliez pas qu'au niveau du chien, vous avez des groupes de chiens de berger, des groupes de chiens de garde, des terriers, des teckels, des chiens ce qu'on appelle primitifs, qui englobent aussi les chiens de traîneau, par exemple. Vous avez les chiens courants, les chiens d'arrêt, les retrievers, les chiens de compagnie et les lévriers. Donc on a vraiment 10 groupes. Au niveau du chat, vous avez pas mal de races qui sont aussi classifiés surtout en fonction de leur type, de leur morphologie, hein, de leur groupe de morphologie, mais c'est une façon aussi de les regrouper et de les reconnaître. Alors, un standard, quand vous le regardez, effectivement, quand vous le lisez de la façon dont il est composé, vous voyez qu'il contient pratiquement uniquement des caractéristiques physiques. Alors, on va se dire, mais dans ce cas, les expositions, il n'y a que ça à faire, etc. Non. Les caractéristiques physiques, que ce soit chez le chien ou chez le chat, mais surtout chez le chien, évidemment, par rapport à cette histoire de travail, ces caractéristiques ont été établies en fonction d'un équilibre physique et mental qu'on appelle entre le beau et le bon. C'est-à-dire que si vous regardez la description d'une race, surtout au niveau du chien, vous apercevez que bien vous avez une description de la tête avec les yeux, le nez, les oreilles, le cou, etc. Vous avez une description du corps, vous avez une description des membres, vous avez une description de la queue, hein, voilà, des choses comme ça. Une description ensuite des couleurs, de la texture de poils, etc. Au niveau du chat, vous avez à peu près la même chose, sauf qu'évidemment vous avez beaucoup moins de différenciation entre les races puisque vous avez déjà beaucoup moins de différence de taille, hein, par exemple, hein, entre un chat de taille petite, moyenne, avec un des plus gros chats du monde qui est le Maine Coon, par exemple, alors qu'en chien, vous avez des différences extrêmes entre un chihuahua, par exemple, et un dog allemand. Hein, donc évidemment, les caractéristiques ne sont absolument pas les mêmes. Et en fait, c'est ce qui fait que les utilisations n'ont pas été les mêmes non plus. Hein. Donc vous avez dans ce standard la description des caractéristiques physiques surtout, hein, mais qui amène un équilibre. Et en fait, quand on vous dit que un chien, par exemple, doit avoir de telle taille à telle taille, ce n'est pas juste pour faire joli, c'est aussi parce que au niveau de l'utilisation première de ce chien, il était probablement acté que, eh bien, s'il était plus petit que cette taille-là ou nettement plus grand que cette taille-là, hein, donc en dehors de la fourchette minima et maxima de cette taille-là, eh bien, ça créait un déséquilibre quelconque qui pouvait être un déséquilibre sur le plan santé, un déséquilibre sur le plan morphologique, mais autre, un déséquilibre quelconque qui faisait que ça n'atteignait plus l'idéal de la race en question. Notamment au niveau des chiens qui sont un peu trop petits, hein, on a souvent des problèmes de reproduction, des problèmes de santé, des problèmes d'équilibre, hein, quelconque, morphologique même à la limite, et quand ils sont vraiment trop grands,
hein, eh bien, on a plutôt des problèmes de type, c'est-à-dire ce qu'on appelle de l'hypertype, du hors-type, c'est-à-dire que le chien en question ne ressemble absolument plus à ce qu'on voudrait qu'il soit, hein, tout simplement. Au niveau du chat, encore une fois, on a moins ce genre de différence, mais il est évident que si on veut qu'un Maine Coon ressemble à un Maine Coon, il a une tête très particulière, ce n'est pas pour qu'il ressemble à un Siamois. D'accord? Voilà. Donc, il y a cet équilibre entre le beau et le bon, hein, au niveau du chien en tout cas, qui n'est pas le fruit du hasard. Quand on parle justement au niveau du chien, le bon, c'est par rapport à ses capacités de travail. Si on dit que les angulations doivent être de telle ou telle manière, que le corps doit être de telle ou telle longueur, en tout cas qu'on accepte une fourchette assez mince de telle ou telle longueur, que le chien doit avoir telle ou telle taille, qu'il doit avoir éventuellement tel ou tel poids, hein, ce n'est pas un hasard. C'est justement parce que ce sont des caractéristiques morphologiques importantes qui font que le chien sera capable de faire son travail. Pareil, au niveau de la texture de poil, par exemple au niveau des chiens de chasse, hein, n'oubliez pas que beaucoup de chiens de chasse travaillent encore, hein, en tout cas sont encore destinés au travail, et si on demande d'avoir une certaine texture de poil, ce n'est pas un hasard non plus, c'est pas juste pour faire joli, c'est aussi, eh bien, parce que dans le cadre de son travail de chasse, le chien est amené à aller dans des endroits qui sont pas forcément les plus accueillants, et dans ce cas, il doit avoir une texture de poil ou une épaisseur de poil qui le protège justement des broussailles, de l'eau aussi. Hein. Au niveau du husky, par exemple, hein, qui est un chien de traîneau, hein, qu'on voit souvent en image dans la neige, eh bien, s'il a une texture de poil particulière, c'est d'abord pour le protéger du froid. Si on a des chiens à poil long, ce n'est pas seulement pour les protéger du froid, mais aussi de la chaleur. On sait qu'un chien qui est à poil long, ou qui est à poil ras, souffrira beaucoup plus de la chaleur qu'un chien qui est à poil long, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Donc quand on voit par exemple des gens qui ont des Shih Tzu, par exemple, hein, ou des Lhasa Apso qu'on appelle anciennement des Pollux, hein, que vous avez vu certainement dans un dessin animé ou une petite animation quelconque quand vous étiez petit, ce n'est pas pour les tondre en permanence, sous prétexte qu'ils ont chaud. Hein. On a beaucoup plus de problèmes, de coups de chaleur sur des chiens à poil long qui ont été tondus que sur des chiens à poil long qui n'ont pas été tondus. Hein, voilà. Et évidemment sur des chiens à poil ras. Donc les textures de poils, là aussi, ont leur importance. Et quand le standard décrit quelque chose, ce n'est pas là aussi un hasard. Voilà. Au niveau du chat, c'est pareil. Très souvent, les races de chats sont issues de contrées très lointaines et qui ont des différences thermiques qui étaient très importantes. Et donc, vous avez des chats qui sont à poil long parce que dans leur pays d'origine où ils ont été conçus ou découverts, eh bien, il y avait peut-être des conditions climatiques propres à cela et que le chat, s'il devait survivre dans ces contrées-là, eh bien, il devait être protégé grâce à sa texture de poil particulière, qu'elle soit longue, épaisse, frisée, peu importe. Voilà, d'accord? Ça, c'est vraiment important. Le standard aussi décrit les qualités donc recherchées, mais aussi les défauts qu'il ne faut pas non seulement rechercher, mais surtout aussi qu'il faut éliminer pour tendre vers cet idéal. D'accord? Voilà. Le standard met aussi un point particulier au niveau du caractère de chaque race et encore en particulier au niveau du chien. On ne sélectionne pas un caractère de chien de chasse comme on sélectionne un caractère de chien de garde. D'accord? Donc, le standard mettra quelques lignes sur le caractère qui sera le plus idéal en fonction de la race en question. De fait, nous allons parler maintenant du respect de ce standard. Vous êtes venu à une ou plusieurs races en fonction de critères qui vous sont propres, de vos goûts, déjà par rapport à l'espèce, vous avez pris du chien ou du chat,
voire les deux, hein, voilà. Mais surtout, eh bien, vous ne pouvez pas prendre les plus de 400 races qui existent dans le monde du chien et plus de 70 ou 80 races qui existent dans le chat. Déjà parce que, à mon avis, vous n'avez pas tous un château avec 150 000 hectares. Et puis surtout, bah, faut s'occuper de ce petit monde, hein. Et puis, mine de rien, on n'a pas le goût pour tout, hein, donc il faut choisir. Et vous avez justement choisi, hein, sur une ou deux ou trois peut-être, hein, peu importe. Mais en tout cas, ce qui est important à comprendre, c'est que si vous avez choisi ces races-là, c'est justement parce qu'elles obéissent à des critères particuliers. C'est pas juste parce que tout d'un coup vous êtes réveillé un matin en disant oh tiens je veux un berger allemand, oh tiens je veux un Maine Coon, oh tiens je veux un husky, oh tiens je veux un lévrier. Non, c'est parce que vous en avez vu effectivement donc soit je sais pas moi voisins, famille, amis, soit parce que bah, vous en avez vu quand vous étiez petit et vous êtes dit que bah, c'est ça que vous voudriez quand vous serez plus grand, hein, voilà. Donc en tout cas vous avez des raisons qui font que vous avez choisi cette race-là ou ces races-là et pas une autre, hein. Donc ça, c'est vraiment super important à comprendre. Et si vous voulez garder cette race-là ou ces races-là et les sélectionner comme telles, vous devez impérativement respecter le standard et donc les caractéristiques qui le composent ou qui la composent. D'accord? Ça veut dire que si on vous dit que un chien a des oreilles tombantes, c'est pas que vous laissiez les oreilles droites, même s'ils ont tendance à le faire. Hein. Si on vous dit qu'un chat, il doit être avec des yeux couleur orange, c'est pas pour avoir des yeux couleur verte. Hein. Là aussi, que ce soit du chien ou du chat, si vous avez décidé de sélectionner une race et d'en faire un futur élevage, vous devez respecter les caractéristiques du standard de la race en question. Si vous estimez que la race ne vous convient pas ou que finalement les critères ne vous conviennent pas, eh bien, soit vous en changez, soit vous avez possibilité d'en créer une, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Alors évidemment, vous allez ramer pour la faire reconnaître, que ce soit au niveau du chien ou au niveau du chat, mais c'est toujours possible. Mais au moins, vous ferez ce que vous voudrez. Mais en attendant, si vous décidez de choisir une race, que ce soit du chat ou du chien, vous respectez cette race. Et donc, vous ne foncez pas vers l'hypertype, comme on appelle, hein, puisque c'est comme ça qu'on dit, qui fait que, eh bien, par exemple, ce qui a amené le berger allemand à ce qu'il est aujourd'hui, hein, voilà, avec tous les problèmes que ça a engendré. Quand on regarde le standard du berger allemand qui a été conçu au départ, quand on voit le berger allemand tel qu'il était, donc dans les années 60, 70, même encore, hein, quand on voit ce qu'il est aujourd'hui, alors que le standard n'a absolument pas changé et que justement certaines caractéristiques, notamment sur le plan dorsal, n'ont strictement rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui au niveau du berger allemand, on se demande ce qui s'est passé. Sachant que ce qui fait une race, c'est le public, et non les éleveurs, hein, contrairement à ce qu'on croit. Donc ça veut dire que c'est le public qui achète ce qui est présent dans les élevages, et les élevages, ce qu'ils ont présent à l'intérieur, c'est ce qu'en font les éleveurs. Mais les éleveurs, ils obéissent à des directives qui sont données donc par les juges, hein, qui sont présents en exposition, et les juges obéissent en général au club de race qui les régit, tout simplement. D'accord? Donc, si vous ne voulez pas obéir à des directives qui vont à l'encontre du standard, vous avez toujours ce choix-là. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant 30 ans. Voilà. Donc, c'est un choix. Hein, il n'y a absolument aucun souci à ce niveau-là. Mais en tout état de cause, si vous choisissez une race, c'est parce qu'elle répond à un standard particulier. Ce n'est pas pour le changer en fonction de vos desiderata. S'il ne vous convient pas, changez de race. D'accord? Voilà. Donc, en tout état de cause, le standard doit être votre livre de chevet. Vous devez manger, boire, dormir, penser, standard, 24 heures sur 24, quand vous lancez dans l'élevage, hein, puisque c'est ça qui va être votre guide, si je puis dire, hein, pour pouvoir non seulement allier votre femelle, puisqu'en général c'est comme ça qu'on commence, allier votre femelle et ensuite sélectionner le petit ou les petits que vous allez garder pour pouvoir créer votre lignée, pour pouvoir prolonger cette amélioration de la race que vous avez décidé de conserver.
Voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront été utiles. Je vous souhaite un excellent après-midi et je vous dis à très bientôt. D'accord ?